Et c'est fou parce que d'un côté, tout le monde attend que les gens reprennent des risques sur les marchés avec la baisse des taux, et d'un autre côté, les gens ont peur plus que jamais. On commence l'actu avec Tether qui dévoile enfin l'USAT, un stablecoin vraiment qui a été taillé pour conquérir les US. Bref, vous le savez, avec le Genius Act, c'est très clair, on peut faire des stablecoins tant qu'ils respectent certaines règles et qu'ils sont particulièrement basés sur des réserves fiables aux US. Petit mot de Paolo Ardoino, le CEO, Tether est déjà, qui est un Italien d'ailleurs, Tether est déjà l'un des plus importants détenteurs du bon du trésor américain car nous croyons profondément au pouvoir durable du dollar. Autant vous dire que si j'avais un stablecoin, c'est exactement ce que je dirais. L'USAT représente notre engagement à garantir que le dollar reste non seulement dominant à l'ère numérique, mais prospère grâce à des produits plus transparents, plus résilients, plus accessibles et plus invincibles que jamais. Si cette phrase-là, elle n'est pas violente, qu'est-ce que c'est, quoi ? 130 milliards de dollars, le marché du lending DeFi enregistre un nouveau sommet. Bref, pas trop de surprises. Plus il y a de dollars, plus il y a des gens qui vont sur les crypto-monnaies, non pas seulement pour acheter des cryptos, mais pour générer des rendements en stablecoin. Et vu qu'on peut obtenir entre 5 à 7% sans prendre trop de risques, c'est relativement sexy. Selon Bitwise, les banques doivent changer de stratégie pour ne pas perdre face aux stablecoins. Les amis, toutes ces actualités sont des actualités qui sont sorties cette semaine, juste après que je fasse ma vidéo en mode le bull run en cours. C'est celui des stablecoins. Je vous explique dans cette vidéo pourquoi tout le monde se jette vers les stablecoins, pourquoi la tendance des stablecoins est indépendante de ce qui se passe sur Bitcoin et sur les autres cryptos. C'est vraiment une tendance financière blockchain qui ouvre des opportunités à beaucoup et qui n'a rien à voir avec Bitcoin ou Ether. Et évidemment, la Russie accuse, alors elle accuse, non, un ministre russe a pris la parole pour expliquer ce qu'étaient en train de faire les US, mais c'est pas une accusation, les États-Unis de vouloir effacer leur dette de 35 milliards de dollars grâce aux stablecoins. Bah ouais, évidemment, le Genius Act américain soutient le dollar américain et permet aux stablecoins de drainer de la liquidité vers le dollar et d'acheter encore plus de dettes. Ça va dynamiser la dette américaine, la valeur de son dollar et conserver son pouvoir. C'est pas une accusation, c'est smart, c'est malin et j'ose espérer que si les Russes avaient le même pouvoir sur leur monnaie, ils le feraient quoi. En tout cas, les Américains sont juste honnêtement sur le stablecoin, ils ont été au-dessus, ils ont fait tout l'inverse de ce qu'a fait l'Europe. J'aurais pu dire cette phrase, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est Ether, cette fois-ci, qui surpasse Bitcoin en volume spot sur les échanges centralisés. C'est la première fois que ça arrive depuis plus de 5 ans. C'est plutôt symbolique, mais pour montrer le fait que petit à petit, l'intérêt vers Ether est en train de revenir. En tout cas, c'est le cas sur les derniers mois. Ça ne veut pas dire que Bitcoin ne va pas reprendre de la force, je vous rassure. Fitch dégrade la note de la France et fait basculer le pays dans le club des simples A. Ce n'est plus une dette de très haute qualité, c'était avant AA-. Maintenant, je crois que c'est A+, quelque chose comme ça, donc c'est pas fou, quoi. Ce qui veut dire que ça considère que la France, que ce soit pour la situation politique qui est désastreuse, la France a vraiment touché le fond, que ce soit pour sa dette, que ce soit pour son budget qui va ne pas être voté pour 2 ans d'affilée, enfin c'est catastrophique. Très honnêtement, alors que je pensais que c'était inenvisageable, ça m'étonnerait pas qu'on commence à réellement considérer le fait que d'ici quelques années, la France passe sous tutelle du FMI, quoi. Je vois pas comment ça peut aller mieux. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de réponse parfaite, et puis c'est surtout un jeu politique qui est tellement complexe et dans lequel on peut difficilement maintenant pivoter et prendre des bonnes décisions. Face à un démarrage compliqué, l'INEA tente de redresser le cours de sa crypto. Ça a été très clairement le cas. Ce qu'il faut comprendre, et c'est encore un pari que j'aurais dû prendre, l'INEA, c'est pas juste un nouveau layer 2. L'INEA, c'est un nouveau layer 2, mais qui est très proche d'Ether, parce que c'est un layer 2 qui fait partie du groupe d'entreprises qui reprend Consensus, qui reprend MetaMask, qui reprend Infura, le RPC le plus utilisé pour MetaMask et pour beaucoup de choses. Donc c'est le même petit noyau, en fait, si vous voulez, qu'Ether. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'ils ont eu du mal parce que quand ils se sont lancés techniquement, lancer ta blockchain, ton layer 2, et avoir dès le premier jour du lancement un moment où tu n'arrives plus à traiter les blocs, c'est quand même compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le token a fait un très mauvais départ. Et petit à petit, il y a des volumes magiques qui ont commencé à arriver et qui ont poussé les cours à la hausse. Enfin, il n'y a pas de surprise, quoi. Il y a commencé à avoir un buyback et un support. Et dans les annonces qui ont été faites par son fondateur, il y a le fait que 80% des frais générés par l'INEA servira à racheter le token l'INEA et 20% des frais servira à acheter et à brûler de l'Ether. C'est comme ça que l'INEA veut stratégiquement se positionner comme étant le layer 2 le
le plus utilisé d'Ether. Sam Bankman-Fried pourrait sortir de prison plutôt que prévenu. En tout cas, il y a un second circuit de cour d'appel aux États-Unis, je ne savais pas, à New York apparemment, et il va essayer de redéfendre sa peine et de renégocier pour essayer de faire un petit peu moins que les 25 patates de prison qu'il s'est pris. Pour moi, FTX, il y a eu des fautes graves, il y a des chefs d'accusation terribles qui ont été faits, mais il y a quand même une différence. Quand ils ont créé FTX, le but à l'origine, c'était pas de baiser tout le monde. D'ailleurs, tu vois bien dans la façon qu'il a eu de développer FTX que le but, c'était pas que ça s'effondre, le but, c'était que ça dure, que ça se développe. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as des gens bourrés qui prennent la voiture et qui font des accidents mortels et qui tuent des familles, et t'as des gens qui se lèvent le matin pour aller au bureau, qui perdent le contrôle de leur véhicule alors qu'ils sont pas sous influence de la drogue et qui peuvent tuer quand même une famille. La circonstance est quand même très importante selon moi. Il n'y a pas que le résultat final. La volonté de nuire est très importante à prendre en compte, j'estime en tout cas. L'hack de Swissborg, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'est évidemment quelque chose de très connu en France. Ils étaient PSAN, donc ils ont beaucoup d'utilisateurs français, en partie parce que j'en avais parlé à beaucoup dans beaucoup de contenus et j'avais apporté pas mal d'utilisateurs et ils sont bien développés en France depuis. Ils ont une super app, ils ont une super solution. Et là, en l'occurrence, ça a touché 192 000 soldes, 193 000, donc à peu près 40 millions de dollars au moment du hack. Ça ne concerne pas tous les clients. Si vous avez un compte Swissborg, ne paniquez pas. Ça concerne les personnes qui avaient du Solana uniquement et qui avaient mis ce Solana sur un produit pour générer des intérêts. Uniquement ces personnes-là. Dans ce cadre-là, ils utilisaient une API partenaire, celle de Kiln. Kiln qui est le mastodonte absolu du stacking. C'était le leader, si ce n'est pas le leader mondial, des solutions de rendement et qui apparemment aurait eu une vulnérabilité sur son API. Ce qui fait que non seulement Swissborg a reçu une transaction et dans la transaction, il y avait également des autorisations pour donner tout pouvoir à une autre adresse. Apparemment, ça viendrait de l'API. On n'a pas encore le post-mortem, on n'a pas encore le détail que Kiln a annoncé sur les réseaux FAIR. Il travaille justement main dans la main avec Swissborg, mais également avec énormément de gros acteurs de la sécu pour comprendre d'où ça vient. Apparemment, des bruits de couloir que j'entends, c'est pas un petit hacker qui a fait ça, quoi. C'est vraiment une organisation qui est assez violente et qui était très organisée et très professionnelle. On aura le fin mot de l'histoire plus tard. En attendant, ils ont eu les bons réflexes. Ils ont tout de suite tout coupé et pour vraiment comprendre c'était quoi le risque et pour qu'il n'y ait pas de répercussions. Parce que je vous rappelle que Kiln, c'était quand même 5,5% des Ethers stakés. Et donc naturellement, dans le doute, ils ont préféré unstake pour restake avec sécurité. Et c'est ce qui fait qu'il y a une grosse file d'attente pour unstaker de l'Ether. C'est pas simplement pour dumper, je vous rassure, c'est parce que Kiln a préféré limiter la casse à cet impact-là. La communication de Swissborg est une masterclass. Ils ont vraiment bien communiqué. La communauté a été derrière eux. Ça fait plaisir. C'est rare de voir des Français comme ça unis quand il y a un problème. Généralement, c'est plutôt saisis ton arme et va tirer ton caillou sur eux. Swissborg a annoncé qu'ils allaient couvrir. On ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore dans quelle proportion. C'est vraiment costaud parce qu'il faut être capable de couvrir ce genre de choses, les gars. C'est 40 millions, quoi. C'est vraiment dingue. La SEC publie ses directives pour faire face aux menaces quantiques émergentes. Alors, c'est très très tôt. On sait que le quantique arrive, mais on en est très loin. Mais ça me ramène à cette vidéo dans laquelle je vous dis que si Satoshi Nakamoto est en vie, il va devoir revenir, ou alors c'est qu'il n'y a plus accès à ses bitcoins. En la regardant, vous allez comprendre pourquoi d'autres algorithmes de sécurité, notamment des algorithmes en lien avec les banques, la finance et la sécurité financière, sont à risque. Record de vente, une Whale, Bitcoin et plusieurs autres d'ailleurs ont vendu un maximum de Bitcoin. C'est un record depuis plus de 3 ans. Certains disent que c'est comme en 2022. Pour moi, c'est un petit peu différent. En 2022, quand il y avait des records de vente, le Bitcoin s'est effondré et là, il tient. C'est peut-être pour ça également que le Bitcoin prend du retard et perd un peu de sa dominance. C'est parce qu'on a l'impression qu'il résiste beaucoup mieux que d'autres titres. J'en sais rien. En tout cas, c'est le record des vieux Bitcoin et des Whale qui vendent et on sent que les Bitcoins changent de main de plus en plus. J'ai mis à jour la répartition que je vous ai présentée dans la vidéo où je vous expliquais qu'il y a des Bitcoins perdus, des Bitcoins détenus par des individus, par des mineurs, par des États. Là, vous avez le détail. Juste une chose, les 17,6 de Bitcoin perdus, ce ne sont pas seulement les Bitcoins perdus, c'est les Bitcoins perdus ou dormants depuis plus de 10 ans, qu'on considère comme des Bitcoins zombies. On a également l'or qui a tapé un ATH. Les gens ont peur, les gens ont vraiment peur que le monde aille mal. Et c'est fou parce que d'un côté, tout le monde attend que les gens reprennent des risques sur les marchés avec la baisse des taux, et d'un autre côté, les gens ont peur plus que jamais. Et c'est paradoxal sur la crypto parce que d'un côté, si les gens ont peur, ils vont sortir des actifs à risque, donc vendre leur crypto. Et d'un autre côté, si la finance mondiale va très mal, Bitcoin, c'est un petit peu pour ça qu'il existe. Donc il y a un côté, comment est-ce qu'on lit Bitcoin, et qui est un petit peu paradoxal. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on a un gramme d'or à 110 $ pièce, les gars.